BFM Business, Focus Retail, Noémie Vira. Bonjour à tous, je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui pour tenter de répondre à cette question. Qu'est-ce qu'une bonne expérience client ? L'entreprise que nous recevons aujourd'hui a gagné ce prix lors de la cérémonie des grands prix Focus Retail. Il s'agit de la Maison Thiriet. Elle a été désignée par les consommateurs français, seul prix qui n'a pas été décerné par le jury. Notre expert d'Altavia nous expliquera comment cette enquête a été menée. Et également dans cette émission, les actualités et les dernières innovations du SIAL, le Salon international de l'alimentation. Vous êtes sur BFM Business, c'est parti. Focus Retail, l'interview. Et pour parler expérience client, j'ai le plaisir d'accueillir Christiane Bertoncini. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice générale de la Maison Thiriet. À mes côtés également Maxime Cochet. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de la stratégie et de l'innovation chez Altavia. Merci à tous les deux d'être venus sur ce plateau. Alors, Maison Thiriet, c'est une entreprise française créée en 1902 dans les Vosges, à Éloie. Je le dis bien. Très bien, c'est exactement comme ça. Alors, vous avez gagné le prix de l'expérience client lors des grands prix Focus Retail BFM Business. C'était lundi. Alors, dites-nous, à quoi ressemble l'expérience client chez Thiriet ? Écoutez, l'entreprise, elle est avant tout omnicanal. C'est-à-dire qu'on œuvre à la fois en livraison à domicile, en boutique, en consigne surgelée, en click and collect depuis maintenant plus de 10-12 ans, en livraison à domicile depuis presque 50 ans. Et donc, en fait, l'expérience client, je pense qu'elle est plébiscitée de par cette omnicanalité. C'est-à-dire cette capacité que l'on a à toucher les clients dans tous les coins de France, dans des zones extrêmement reculées, en ruralité, en périurbain, dans des grandes villes, dans des grosses agglomérations, et avec des services qui sont vraiment adaptés aux attentes des clients et puis aux typologies de clients. Donc je pense que ce qui a été plébiscité, c'est cette proximité, cette authenticité et cette singularité-là. Est-ce que c'est aussi votre ADN d'artisan, de fabricant qui plaît aux consommateurs ? Alors effectivement, merci de souligner ce point qui nous est cher. En réalité, on est la seule entreprise en France à être à la fois fabricant et distributeur. Et effectivement, nous avons des ateliers de fabrication, l'atelier Toquet qui est basé dans les Vosges, à Éloie, et la fabrique Givré qui est basée en Ardèche, dans lequel on fabrique, pour faire simple, quasi la totalité de nos produits sucrés, viennoiserie, pâtisserie, glace et boulangerie. Donc vous avez fait l'acquisition, donc la fabrique Givré. Quelles sont vos ambitions ? Alors, la fabrique Givré était extrêmement intéressante pour nous pour deux raisons. La première, nous voulions vraiment avoir une gamme de glaces artisanales. Alors, on a le savoir-faire artisan sur la partie atelier Toquet. Par contre, l'entreprise est à ce point grosse et nous avons des infrastructures assez importantes qui faisaient qu'on ne pouvait pas prétendre au label artisanal. Donc, la fabrique Givré nous garantit ça. Elle nous garantit aussi la possibilité de développer des bars à glace, la fabrique Givré partout en France, et c'est une vraie volonté aussi que d'être présent en boutique sur le métier des glaces. Alors vous proposez 1800 références produits, de l'apéritif au dessert. Est-ce que tous ces produits sont fabriqués en France ? Alors 90% quasiment maintenant de nos produits sont fabriqués en France, et je voudrais parler des 10% qui restent, parce qu'il faut aussi... Votre objectif, c'est d'atteindre les 100% ? On ne pourra pas, et je vais vous dire pourquoi. Parce qu'en réalité, mais on ne le veut pas, parce qu'à un moment donné, il faut comprendre aussi qu'il y a une forme de légitimité à avoir des produits qui sont fabriqués ailleurs qu'en France. Par exemple, l'aubergine grillée, je prends souvent cet exemple, et c'est assez légitime que ce soit d'origine Italie, et donc c'est assez naturel qu'on ne prétende pas être à 100%. Mais par contre, d'avoir 90% de produits origine France et 10% d'origine légitime, c'est effectivement notre objectif pour être 100% cohérent. Alors Maison Thiriet, c'est une marque familiale qui fête cette année ses 120 ans, toujours détenue par la famille ? Toujours détenue par la famille, à 100%. À 100%. À 100%. Comment on fait pour perpétuer un héritage familial comme celui-ci ? Alors écoutez, en fait, en réalité, l'entreprise a 120 ans, mais il faut rendre honneur à monsieur Claude Thiriet, qui est actuellement président, que je côtoie tous les jours, qui est très mobilisé sur l'entreprise. Et en réalité, c'est vraiment cette génération-là. C'est vraiment Claude Thiriet qui a développé considérablement l'entreprise, puisqu'il avait hérité, au moment du décès de son papa, de la boulangerie qui est toujours en activité et dont il s'occupe. Vous n'avez pas toujours été spécialisé dans les produits surgelés ? Non, pas du tout. Vous avez commencé avec les viennoiseries, la boulangerie ? Viennoiserie, boulangerie, effectivement. Et monsieur Thiriet a commencé à livrer depuis sa boulangerie des produits de la boulangerie, et petit à petit les a surgelés, et c'est ainsi que l'entreprise s'est développée jusqu'à créer son atelier Toquet assez rapidement dans les années 80. Justement, vous avez réussi à capter une clientèle plutôt rurale, périurbaine, qui est une population qui sont souvent
délaissés. Comment vous expliquez ce succès ? Est-ce que c'est justement la proximité sociale de vos vendeurs qui explique la fidélité que vous avez réussi à générer auprès de vos consommateurs ? Alors effectivement, on a un ADN qui est très fort sur le sujet, puisqu'on est les seuls en France à avoir ce modèle de livraison. En réalité, le livreur, le vendeur, livreur, prospecteur, donc il doit maîtriser ces 3 domaines de compétences. C'est la personne qui va appeler le client pour lui faire ses propositions, qui va prendre sa commande. C'est le même collaborateur qui va le livrer. Et enfin, c'est le même collaborateur qui va prospecter dans la rue. Donc ça veut dire que, quel que soit le client de la Maison Thierry partout en France, il n'aura qu'un seul interlocuteur. Et donc, il est évident que ça crée un lien extrêmement fort dans des endroits où parfois, on oublie de le dire, dans la ruralité, il faut parfois faire 30, 40, 50 km pour faire ses achats. Et donc, ça répond aussi à des besoins. Et ça développe aussi un lien social extrêmement fort avec nos clients et avec des zones plus reculées. Et quelle part de votre chiffre d'affaires représente justement cette livraison à domicile ? 60% de notre chiffre d'affaires est réalisé en livraison à domicile, 30% en boutique et 10% sur la partie digitale. Alors votre activité a fortement augmenté durant la crise sanitaire. Et pour faire face à cette demande, vous avez acheté une nouvelle plateforme, une base logistique de 17 000 m² qui est prévue pour 2024. Combien de livraisons pourriez-vous préparer au quotidien avec cette base logistique ? Alors, juste un petit commentaire, on ne l'a pas achetée, on va la construire. Alors, il faut savoir qu'au sein de la Maison Thierry, on est très intégré. Globalement, toutes les business units, tous les boutiques, les livraisons, centres de livraison à domicile, les plateformes logistiques, ce sont nos propres outils. Ce sont des outils qui nous permettent de mieux gérer la chaîne du froid, d'être complètement intégrés et par les temps qui courent au niveau de l'inflation, nous permettent aussi de réaliser en réalité du stockage spéculatif qui nous permettent d'être le mieux placé en prix. Donc effectivement, cette plateforme va nous permettre de gérer et d'intégrer la croissance de chiffre d'affaires que nous avons eue sur les 2 dernières années, c'est-à-dire plus 30% de chiffre d'affaires en plus. Et donc effectivement, ce sera une plateforme qui représentera à peu près 17 000 m² et qui sera basée sur Nancy et qui couvrira toutes nos livraisons sur le quart nord-est, dont Paris. Et justement, à propos des populations urbaines et les grandes villes, quelle est votre approche pour notamment arriver à Paris ? Alors évidemment, c'est un vrai sujet puisque la Maison Thierry, elle s'est plus développée historiquement dans la ruralité ou sur les zones périurbaines. Et le match aujourd'hui, c'est les grosses agglomérations. Comme vous le soulignez, donc les grosses agglomérations à travers les boutiques, sur lesquelles on va lancer la franchise de façon très forte à partir de 2023. Et puis livraison à domicile, sur lequel aujourd'hui, tout client parisien ou tout client d'une grosse agglomération peut déjà se faire livrer par la Maison Thierry à la carte, et nous proposons des créneaux d'1 heure. Ça veut dire qu'on ne mobilise le client que sur des périodes extrêmement courtes qui sont des créneaux de livraison d'1 heure. Alors il y a 6 ans, vous avez aussi développé le concept de Food Place. Donc c'est des petites zones commerciales avec plusieurs commerces d'alimentation autour de vos propres commerces, vos propres magasins. Ça représentait tout de même au départ un investissement de 30 millions d'euros. Est-ce qu'aujourd'hui, ça s'avère payant ? Alors c'est extrêmement payant. On en a déjà ouvert 13, nous en avons 15 qui sont en cours d'études. Donc c'est quelque chose que vous allez développer ? Ah oui, très largement. Pourquoi ? Parce que d'une part, ça nous permet de vraiment bien nous incarner et nous ancrer dans l'artisanat qui nous tient à cœur. Alors nous sommes fabricants, nous avons cette culture artisanale et on a voulu s'associer à des métiers de bouche premium de qualité que sont un très bon boucher, un très bon fromager, etc. Tous les métiers de bouche qui donc qu'on accueille évidemment, ils sont sélectionnés sur le volet, qu'on accueille dans nos food places et qui crée finalement une ambiance marché accessible tout au long de la semaine dans des zones extrêmement qualifiées qui permettent à des artisans finalement de vivre correctement, parce que quand les artisans sont isolés, parfois esselés dans les centres-villes avec des difficultés de parking, de positionnement, là ils disposent d'un environnement extrêmement propice au trafic et à la qualité des clients conformément au positionnement qui est très cohérent. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui dans un food place ne peut pas prétendre être locataire à nos côtés n'importe quelle enseigne. C'est forcément des enseignes très sélectes, très qualitatives. Et puis fin 2022, vous allez déployer une nouveauté, les menus du bonheur. Qu'ont-ils de particulier ? Alors écoutez, on est très fiers de ça parce que les menus du bonheur positionnent vraiment bien la marque là où elle souhaite être différenciante, c'est-à-dire sur le créneau du bien manger. Et en réalité, les menus du bonheur, c'est permettre à des clients
qui souhaitent manger équilibré mais sans se frustrer. Et nos menus du bonheur répondent à ce qu'on appelle, nous, le menu score A. Pourquoi ? Parce qu'on voit bien que le Nutri-Score, ce qui est déjà une très belle avancée sur le bien manger, mais est insuffisante. En réalité, on peut très bien avoir une frite, et on a des frites aujourd'hui sur le marché qui sont Nutri-Score A. Il est évident que manger des frites toute l'année... L'objectif, c'est de montrer que ces produits surgelés sont des produits sains aussi. Des produits sains et des produits équilibrés à la semaine, avec la garantie, contrôlée par des nutritionnistes et des experts sur le bien-être, d'avoir un repas équilibré, clé en main, avec toutes les bonnes proportions. Et nous assistons depuis quelques années à des nouveaux comportements de consommation, notamment je pense aux clientèles les plus jeunes sur le télétravail. Comment on réussit à toucher des gens qui restent plus à la maison ? Alors écoutez, nous on va dire qu'on a le modèle extrêmement adapté à ça, puisque avec la livraison à domicile à la carte, en créneau 1 heure, on peut toucher une clientèle, soit du soir avec les consignes surgelées dans une population active, soit effectivement en livraison à domicile, où là, on l'a vu pendant la période du Covid, on a eu une facilité incroyable à toucher les clients, et tout type de clients, et effectivement une clientèle qui s'est énormément rajeunie et qu'on a pu fidéliser après en post-Covid. Et ce sera le mot de la fin. Merci Christiane Bertoncini. Je rappelle que vous êtes directrice générale de la Maison Thiriet. Maxime Cochet. On se retrouve juste après le journal du retail présenté par Eva Jaco. Merci à vous. Focus Retail, le journal du retail. Bonjour Eva. Bonjour Noémie. Alors cette semaine, vous vous êtes rendue au Salon international de l'alimentation. C'est là que sont présentées les dernières innovations de l'industrie agroalimentaire mondiale. Oui, exactement. Le CIAL, c'est plus de 7000 entreprises réunies, plus de 600 startups et près de 130 pays. C'est un petit peu comme si c'était une centaine de supermarchés qui étaient mis bout à bout. Alors cette année, le thème, c'était On the Change, donc que chacun soit acteur de la transition alimentaire. Alors Nicolas Trenso, directeur général du CIAL, nous a parlé des grandes innovations. On a à peu près 10% de l'innovation mondiale qui est représentée. Aujourd'hui, un fait marquant, c'est qu'on a quasiment un quart des propositions qui ont été présentées sur le salon qui sont des innovations végétales. Donc ça, c'est vraiment le grand mouvement cette année, des alternatives à des protéines animales. Et on retrouve aussi des produits qui sont innovants puisqu'ils créent des catégories d'usage. On a par exemple des produits sur les algues qui sont très intéressants parce qu'ils arrivent à inscrire l'algue dans le menu de tous les jours des consommateurs français avec des produits qui sont vraiment gourmands, croustillants. Et pour la première fois cette année, eh bien, le CIAL a réuni les startups qui incarnent la transition alimentaire dans un village. Alors le prix de la startup a été remis à Bubble It. Il s'agit d'une eau pétillante en sachet à faire soi-même, sans bouteille en plastique ni canette. Jean-Michel Ginèbre, le cofondateur de Bubble It, nous explique le procédé. C'est 2 sachets avec des composants alimentaires qui sont différents les uns des autres, mais qui, lorsque vous les recombinez entre eux, au contact de l'eau, produisent du CO2. Et le CO2, c'est la bulle dans la boisson effervescente. Après 3 ans de R&D, Bubble It est désormais distribué dans 400 points de vente du groupe Casino, ainsi que chez Intermarché et bientôt disponible dans une centaine de magasins du groupe Carrefour. Autre start-up qui s'inscrit dans la révolution de la protéine, Onami, c'est une food tech qui fait du simili-poisson à base d'algues, de plantes et de riz. Alors que 200 000 tonnes de poissons sont pêchées chaque année, Onami Food s'inscrit et répond à la problématique de la consommation de masse des produits marins. Alors j'ai rencontré l'un des cofondateurs, Benjamin Devos, on l'écoute. Beaucoup de personnes s'occupaient de la viande, enfin du simili carné ou du simili poulet, et donc on s'occupait un peu de la planète de ce côté-là, mais on ne s'occupait pas des océans. Et nous, on avait vraiment dans l'idée d'essayer de sauver un petit peu nos océans et de reculer l'échéance du jour où on n'aura vraiment plus de poissons et que nos enfants pourront plus manger un bar de ligne. On a réussi à produire le premier vrai poisson à Clean Label et qui a vraiment un goût de poisson. Alors pour l'instant, la start-up a développé 7 produits. L'objectif, c'est de développer d'autres goûts, d'autres textures, comme par exemple des filets de poisson, des crevettes ou encore des miettes de crabe. Alors la start-up a lancé sa commercialisation il y a 4 mois et vend dans 156 points de vente en France, notamment chez Intermarché, d'ici quelques jours chez Carrefour et en Angleterre et en Suisse également. Et puis pour les petites entreprises présentes sur le salon, c'est aussi l'occasion d'exporter leurs produits. Encore faut-il connaître les bonnes démarches. Oui, selon l'Association nationale des industries alimentaires, les PME réalisent en moyenne 18% de leur chiffre d'affaires à l'export contre 40% des entreprises de taille intermédiaire et des grands groupes. Alors Olivia Grégoire, la ministre en charge des PME, du commerce et de l'artisanat, était présente sur le salon et elle nous a expliqué que l'État est prêt à les accompagner. On l'écoute. On a aujourd'hui une réalité et les entrepreneurs français le savent.
il faut qu'on chasse plus en meute. Quand on part tout seul sur le marché chinois ou sur le marché américain, on est perdu et on n'est pas performant. Donc tout l'enjeu, c'est de faire en sorte aussi qu'on les rassemble du côté de Bercy. Et c'est aussi de les aider. Et donc c'est aussi notre rôle à Bercy avec Bruno Le Maire que de faciliter la vie de ces PME en simplifiant les problèmes, notamment normatifs, pour qu'elles aillent à l'export. C'est l'ambition que je porterai à Bercy avec les autres membres du gouvernement. Voilà, donc Olivia Grégoire, ministre déléguée chargée des PME et du commerce. Merci Eva. On passe tout de suite au Focus. Focus Retail, le Focus. On passe au Focus avec vous, Maxime Cochet, directeur de l'innovation et de la stratégie chez Altavia. On l'a dit tout à l'heure, la Maison Thierry a gagné le prix de l'expérience client lors de la cérémonie des grands prix Focus Retail. Qu'est-ce qui fait une bonne expérience client selon vous ? Alors tout d'abord, il ne faut pas confondre la relation client et l'expérience client. L'expérience client, elle va commencer très tôt, dès les premiers points de contact avec le prospect. Elle va se poursuivre lors de l'acte d'achat. Évidemment, l'idée va être de créer une loyauté envers le client pour qu'il y ait du réachat. Et puis le Graal, c'est d'atteindre un client ambassadeur qui va avoir un pouvoir de recommandation fort auprès de sa communauté. Alors là, pour Thiriet, 3000 consommateurs français ont donné leur opinion dans une étude qui a été menée par OpinionWay en septembre dernier. Quel enseignement peut-on en tirer ? Globalement, l'étude, basée sur les réponses des personnes interrogées, tend à valider le fait que l'expérience client est très attachée aux valeurs traditionnelles fondamentales de la valeur commerce, des valeurs qu'on a tendance à avoir oubliées ces quelques décennies dans une logique de commerce massifié, de surconsommation. Et donc, ce qui est assez intéressant dans l'étude, c'est que les enseignes les mieux évaluées, on va les retrouver aussi sur des scores assez bons autour de la confiance en l'enseigne, à hauteur de 70%, à hauteur de « je vais passer un bon moment quand je vais faire mes courses ». Et puis enfin, je vais me sentir valorisé en fait quand je vais faire mon acte d'achat dans l'enseigne concernée. Et comment une marque peut-elle justement se distinguer des autres avec cette expérience client ? La bonne expérience d'achat va se faire autour du bon mix entre le online et le offline. Chacun va avoir ses qualités intrinsèques et l'idée, ça va être de se dire comment je vais pouvoir, en fait, grâce à tout ça, amener la meilleure connaissance client, la meilleure personnalisation, le bon service client, la bonne écoute client, qui va en fait utiliser tous les ingrédients pour pouvoir être plus proche du client. Ce ne sont pas que des outils marketing, il y a toute une technologie qui va être derrière. Le sujet et la préférence, ça va se faire pour toutes les enseignes qui vont savoir mettre la technologie très invisible pour le client, avec en fait un seul objectif, c'est la considération. Prendre le parti du client, c'est précisément se sentir considéré dans son statut de client au moment de l'acte d'achat. Alors sur le podium de l'expérience client, il y avait la Maison Thiriet, mais aussi Picard et Maison du Monde. Comment on explique ce choix de la part des consommateurs ? Qu'est-ce qu'elles ont de différent, ces enseignes ? Je crois qu'il n'y a plus de secret. Le véritable attachement des consommateurs, c'est au lien client. On sent que l'enseigne en face de nous, c'est ce qu'on voit précisément dans les résultats, s'attache à des formes autour du lien client et au-delà du contrat de base. C'est-à-dire qu'on imagine que notre enseigne va se préoccuper de nos attentes fondamentales autour du plaisir, autour du bien-être, nos aspirations écologiques, sociétales, mais tout simplement aussi être juste proche de nous-mêmes. Forcément, ça peut gagner la proximité auprès des consommateurs. Et Maxime Cochet, s'il y a une conclusion à retenir ? Je pense que l'expérience client, l'avenir du commerce va passer par l'expérience client sur 3 valeurs fondamentales qui vont être la confiance, la transparence et la sécurité. Voilà, donc le consommateur à la recherche de plus de transparence et d'authenticité. Vous restez avec nous, Maxime, on passe tout de suite à la start-up de la semaine. Focus Retail, le pitch. Elle a remporté la médaille d'or du Grand Prix au Salon international de l'alimentation, Zalg. Tanguy Gestin, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes fondateur de cette jeune start-up qui a été lancée l'année dernière. Donc, c'est tout récent et toujours à mes côtés, Maxime Cochet, directeur de la stratégie et de l'innovation chez Altavia. Alors, c'est vrai qu'on connaissait les algues en paillettes, en bocaux. Vous avez décidé d'en faire des cubes, des dés d'algues à poêler. Alors, pourquoi décider de mettre les algues en avant en particulier? Les algues bénéficient toujours d'une mauvaise image depuis des années. La peur du goût, la peur de la texture, la méconnaissance d'utilisation. Le goût qu'on n'aime pas forcément tous. Exactement. Et nous, on a travaillé autour de cette ressource durable, parce que pour faire pousser des algues, il n'y a pas besoin de terre arable, d'eau douce ou d'engrais chimiques. Et on a décidé de travailler sur la praticité et la gourmandise. Et une des praticités clés pour nos consommateurs, c'est la poêle. Rentrer par la poêle, un filet de matière grasse, aller faire
poêler finalement des légumes. Et nous, notre positionnement d'algues, c'était de le positionner comme un légume, comme une pomme de terre sautée, si on regarde sur les usages, en allant la faire rissoler et en la positionnant comme un légume dans nos plats. On peut la faire rissoler aussi, l'algue? Exactement. Exactement. En plus, nos produits, on peut encore plus les faire rissoler. Alors, de quel type d'algues s'agit-il? Où sont-elles cultivées, ces algues? Donc, nous, on est une société bretonne, on est basé à Vannes, et on utilise des algues qui viennent du Finistère, donc c'est des algues de culture qui poussent au large du Finistère. On utilise des algues brunes, on utilise du kombu royal, du wakame, qu'on vient travailler et proposer sous forme de cubes pour nos clients. C'est ce qu'on consomme habituellement dans les restaurants asiatiques, kombu royal, wakame? C'est vrai qu'une des premiers pas, en tout cas pour les consommateurs français sur la connaissance des algues, c'est de rentrer par la restauration asiatique. Et nous, on veut positionner l'algue dans la cuisine occidentale. On veut la sortir de son côté bord d'assiette et assaisonnement pour que ce soit un véritable légume à consommer tous les jours par nos consommateurs. Justement, vous avez réussi à convaincre de grands chefs à utiliser vos produits. On sait que le consommateur, comme vous venez de le dire, français est très dans la tradition française, très conservateur. Quelle est votre stratégie justement pour le convaincre ? La première, comme je vous le dis, c'était de travailler avec des grands chefs, c'était de tamponner des questions de goût, des questions de texture, des questions d'utilisation, parce que c'est quand même un des freins sur la consommation. Donc ça, c'était le premier. Donc on va travailler et on vend aujourd'hui nos produits auprès de la restauration professionnelle. On travaille avec des prescripteurs, des gens qui vont faire connaître l'algue, qui vont faire connaître nos produits pour que demain, on puisse nous préparer une gamme qui puisse être distribuée en grand public auprès de distributeurs à partir de 2024. Vous travaillez avec des restaurateurs étoilés, je vois notamment Laetitia, Stéphane Cognier ou encore Clément Rabi. Exactement, oui, des restaurateurs étoilés du Grand Ouest qui nous ont fait confiance, qui ont été les premiers à acheter nos produits, à les proposer à leurs clients. Et ça, c'était vraiment un gage de réussite, en tout cas pour le développement de notre produit. Donc l'objectif, c'est d'en faire un produit haut de gamme ? Non, c'est pas l'objectif. C'est essentiel quand on travaille sur l'innovation, quand on travaille sur de nouveaux produits, de passer par ce haut de gamme, parce que c'est de valider, comme je vous disais, un certain nombre d'éléments. Mais après, notre objectif, c'est de ruisseler, c'est de continuer après à travailler avec des gens avec du volume et aller toucher le grand public in fine en 2024. Est-ce qu'à terme, on pourra retrouver ces dés à poêler dans les supermarchés ? C'est l'objectif, c'est de retrouver ces dés avec une poêlée de légumes qu'on viendrait resservir à nos enfants, à nos grands-parents, à notre femme, à notre mari, et dans un repas de tous les jours. Vous êtes déjà en discussion avec certaines enseignes ? Alors, on discute plutôt aujourd'hui avec les distributeurs professionnels de la restauration et on commence à faire des tests et à réfléchir sur des enseignes de grande distribution, des magasins spécialisés, plutôt surgelés, mais également des grandes enseignes. Je crois savoir malgré tout que les coûts de production sont assez élevés. L'objectif, c'est de devenir un légume classique. Comment réussir à ramener un prix plutôt convenable dans l'attente aujourd'hui d'un légume classique et toucher la grande consommation ? Il y a deux approches pour avoir un produit qui soit à grande consommation. Le premier, c'est sur la ressource. Aujourd'hui, on travaille des algues de culture. C'est une industrie qui se lance en Bretagne. Ça représente 5% de la production bretonne, alors qu'en Asie, ils sont à 99% en culture d'algues. Donc, c'est de travailler sur la culture, proposer plus de volume, ça c'est le premier. Et le deuxième, nous, on a un produit innovant, c'est de travailler sur l'industrialisation, travailler sur la production pour descendre ses coûts. Notre objectif, c'est vraiment de se rapprocher le coût d'un légume pour pouvoir proposer ce produit à l'ensemble des consommateurs. C'est vrai que vous parlez de culture, elle a d'autres avantages, notamment en matière de développement durable. C'est vrai, et c'est un des points clés finalement, si on se projette à 2050, 10 milliards d'habitants et hausse de la consommation alimentaire, c'est comment on va pouvoir aller chercher de nouvelles façons de consommer. Et les algues, c'est une de ces réponses, avec de la culture. Il n'y a pas besoin d'eau douce, comme je vous disais, il n'y a pas besoin de terre arable, il n'y a pas besoin d'engrais chimiques. Non plus. Pas besoin d'engrais. Et on a une culture qui a quand même des hauts niveaux de rendement. Et l'objectif, vraiment, c'est de pousser, nous, de s'insérer dans cette filière bretonne pour proposer ces produits en France et à l'Europe. Et après ? Vous allez peut-être travailler d'autres produits à part les algues ? C'est vrai. Alors pas d'autres produits. On va proposer d'autres produits. Notre ADN, il est 100% algues. Vous voyez, les algues à l'envers. Voilà. Les algues, c'est vraiment votre passion. Ouais, c'est déjà notre positionnement sur les algues. Par contre, on va proposer d'autres produits, pas que des dés. On va travailler aussi, on va réfléchir à toutes ces algues d'import qu'on retrouve notamment dans nos assiettes par le biais de la cuisine asiatique. Et on va réfléchir à comment on peut substituer un certain nombre de produits qui nous viennent d'Asie. Voilà, donc consommer des algues, c'est bon pour la santé et c'est bon pour la planète. Merci Tanguy Gestin, je rappelle que vous êtes fondateur de Zalgues. Merci Maxime, vous restez avec nous, on passe tout de suite aux chiffres de la semaine. Focus Retail, le chiffre de la semaine. Maxime Cochet, je rappelle que vous êtes directeur de la stratégie et de l'innovation chez Altavia. Alors, des algues cultivées dans le nord de la Bretagne et transformées dans le Morbihan. Les Français veulent manger local.
Exactement. Selon le livre blanc du CIAL, qui s'est tenu cette semaine, qui a repris une étude de Kantar de mars 2022, on constate que 7 personnes sur 10 a décidé de changer ses habitudes de consommation ces 2 dernières années. Et parmi les critères, après la santé, vient le second facteur qui est la priorité au local. On veut consommer local. Ce qui est assez amusant, c'est de regarder effectivement le local qui a pris le pas justement sur le bio. Parce que c'est aussi moins cher que l'alimentation bio finalement. Exactement, et d'ailleurs les chiffres le prouvent. Selon l'agence IRI, depuis le premier trimestre 2022, on a assisté au premier recul du bio de 6,6% dans les supermarchés, après des années à des croissances à 2 chiffres. Et en fait, le local rassure finalement les consommateurs. Et c'est pas un secret justement de se dire que depuis des années, le marché municipal a la préférence client au niveau local. Et ça, l'agriculteur l'a bien compris. Exactement. On a de plus en plus l'importance du champ à l'assiette. Le champ à l'assiette, c'est quoi ? C'est un gage d'authenticité, de transparence, de proximité. Et donc les circuits courts, on le voit en poupe aujourd'hui, et l'agriculteur, effectivement, l'a bien compris. On voit des points de vente, on voit des drives fermiers, on voit des distributeurs qui ont un succès sans appel. Alors on pourrait se dire que l'inflation, avec le pouvoir d'achat, a peut-être accéléré cette tendance, mais il y a une tendance de fond structurelle qui est la tendance durable de la proximité. Merci Maxime Cochet, je rappelle que vous êtes directeur de la stratégie et de l'innovation chez Altavia. C'est la fin de cette émission. Si vous voulez la réécouter, vous pouvez la réécouter en podcast ou sur le site BFM Business. Quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine, même heure, même endroit. Je vous souhaite une excellente fin de semaine et à lundi dans Good Morning Business. Focus Retail, la distribution de demain s'invente aujourd'hui.